Salut à tous. Salut. Bonjour Mathieu. Bonjour, Chanouillette. Bienvenue. Merci. Bienvenue sur Ludovox. On est ravis de vous accueillir. Aujourd'hui, on va parler de tous les jeux experts, donc catégorisés communément experts, donc un petit peu fat en termes de règles, orientés Ameritrash ou Eurotrash. Qu'on a pu jouer pendant notre spiel à domicile, donc notre week-end de jeu qu'on s'est préparé pour substituer au SN qui a été annulé. Donc on a pas mal de jeux quand même dans cette catégorie. Toi, tu vas nous en présenter un. Je vais vous en présenter un seul, effectivement, qui est probablement un des plus légers du lot, même si je jouais à pas mal des autres. On a préféré le mettre quand même dans cette catégorie-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, c'est The Loop. The Loop. The Loop. The Loop. Alors la boucle, pourquoi ce titre? Parce qu'en fait, ça va être une histoire d'agence temporelle, de boucle temporelle. Et on va être sur un jeu coopératif qui va être card-driven. Donc on va jouer avec ces cartes et on va déclencher les effets de ces cartes et les combiner ensemble pour arriver à vaincre le Dr. Fu qui essaye de détruire le monde. En fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va vraiment avoir une coopération qui va être très étroite avec les autres joueurs. Donc les auteurs sont Théo Rivière et l'auteur de Big Book of Madness, Maxime Rambourg. Maxime Rambourg, effectivement. Et on sent vraiment la parenté avec Big Book of Madness parce que vraiment, il faut se coordonner. Et la coordination, c'est vraiment la clé. Après, on va devoir effectivement lire ce qui se trouve sur le plateau, et le plateau est bourré d'infos. C'est-à-dire que chaque zone du plateau va être couverte avec de l'énergie qui va être consommable pour se déplacer ou déclencher des effets, notamment des boucles temporelles, par des failles, par des cartes qu'on va pouvoir récupérer en fin de tour. Il faut regarder un peu ce que font les autres joueurs, et c'est vrai que c'est très difficile d'absorber toute l'info d'un coup. C'est pour ça qu'il est dans les experts. C'est un peu pour ça qu'on l'a mis dans les experts. C'est un jeu qui a 4 modes de difficulté, donc on peut aller grandissant aussi. Et c'est un jeu, moi, qui m'a laissé un petit peu sur ma faim, dans le sens où, justement, j'ai eu l'impression que ça faisait trop, même si l'univers est vraiment cool, il est vraiment décalé, il est drôle. La DA est sympa. La DA est très très sympa, Simon Caruso aux illustrations. Mais en même temps, il m'a manqué vraiment le petit truc qui me rendait le jeu accessible et lisible, alors qu'on a fait des très très gros jeux ce week-end de Essen, qui étaient beaucoup plus compliqués, qui m'ont paru bizarrement plus abordables à cause de ça. Après, c'était une façon, je pense, pour les auteurs et éditeurs de combattre le syndrome du joueur alpha, parce que c'est vrai qu'en fait, on va simplement demander qu'est-ce que tu peux faire. La personne va dire, moi je pourrais faire ci, ça, comment on priorise, et on va finalement essayer de se coordonner comme ça, en demandant plutôt que en essayant de tout analyser. Est-ce qu'on peut anticiper un peu ce qui va se passer d'un tour sur l'autre? On peut un peu anticiper, pas tout à fait, parce que en fait la menace elle va arriver d'une tour centrale dans laquelle on va jeter des cubes qui vont être répandus sur 3 zones. Mais en fait, on va retourner une carte qui va indiquer où la tour va faire face. C'est un peu comme l'île boule de feu, l'île infernale, dans laquelle Vulcar il tire dans 3 directions. Donc, et après, on sait comment il tourne. Donc là, on a un peu le même sentiment de contrôle, et on va contrôler vraiment le flow de la partie. Après, ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment une sensation d'accomplissement à chaque fois qu'on réussit les différentes missions qu'on doit accomplir. Mais pour moi, il y a un peu trop on tourne un peu trop en rond autour des objectifs, et c'est peut-être un peu trop froid, peut-être pas assez thématique pour moi. Voilà, peut-être que c'est mon petit bémol là-dessus. Au final, la thématique se laisse un peu trop oublier, on oublie un peu le passage c'est ça. Les boucles, tout ça, c'est un peu les boucles secondaire. Les boucles temporelles, on en fait plein. Alors, on en fait pas tout le temps à tous les tours. On en fait peut-être une tous les 2 tours. Mais elles sont pas assez spéciales. Elles récompensent un peu, mais peut-être pas assez. C'est peut-être pas justement le titre du jeu. Ça justifie peut-être pas assez. Voilà, ça m'a pas vendu l'agence de voyage dans le temps qui essaye de tout réparer. Ça m'a pas vendu ça en fait. Ok, donc un peu mitigé sur The Loop. Un peu mitigé, même si c'est plaisant. D'accord. Ok, merci Mathieu. De rien. On enchaîne tout de suite avec Shaman. Bonjour Shaman. Bonjour Chanouillette. Bienvenue. Alors on va parler de jeux Ameritrash plutôt. Avec toi? Oui, plutôt Ameritrash, clairement. Oui. Bien qu'il y en ait un qui soit un petit peu à la frontière. Ouais, c'est vrai. Mais on va voir ça. Ok. On enchaîne tout de suite avec Alone. Tout à fait. Donc, ça. Alone, c'est un jeu dont le pitch est assez intéressant, assez original, puisque c'est un... Alors, je vais vous le dire, ça va pas paraître tout de suite original, c'est que c'est du 1 contre tous. Alors, on pense tout de suite à des jeux Overlord. Et en fait, voilà, pour le coup, c'est pas le cas. On n'est pas dans un descente. Le joueur qui est seul, c'est le héros.
c'est le gentil, Ouais. et les autres joueurs, en fait, c'est les méchants. Donc ils jouent tous ensemble le mal. Ok, c'est dans un univers science-fiction. Science-fiction, horreur. Voilà, donc il y a une histoire de crash de vaisseau, il y a un survivant qui est le personnage qui est joué par le héros, et en face on a les joueurs qui jouent le mal, qui vont faire des choses avec des trucs un peu horribles, les des monstres, overlords etc. en équipe un peu quoi. Voilà, c'est ça. Alors, c'est un jeu qui est quand même assez dense et assez simulationniste, j'ai trouvé, dans son dans sa gestion. En fait, on a un plateau joueur qui est relativement dense, avec plein d'informations, des objectifs, des missions. On n'est pas dans un jeu qui se sort très facilement. C'est pour ça qu'il est dans cette catégorie. C'est un jeu qui est assez épais. Il y a 3 livrets de règles, un petit livret d'introduction, un livret de règles du mal, un livret de règles du joueur. Ce qui marche plutôt bien, c'est que dans chacun des 2 livrets, il y a un vrai renvoi vers les autres livrets sans avoir besoin de le lire. Et typiquement, on a joué là à 3 joueurs. Je n'ai lu que le livret d'introduction et le livret du joueur du mal. Et l'autre joueur a lu le joueur le héros. Et franchement, c'est un vrai plus parce qu'en fait, c'est un jeu qui se veut assez dense, assez simulationniste, qui a aussi un petit twist dont je vais vous parler qui est vraiment important. Et quand même, il y a un peu de la règle. Et si on veut faire une mise en place rapide, 45 minutes à s'expliquer les règles des 2 côtés, c'est un peu compliqué. Là, ça n'a pas été le cas. Je me suis fait mes 18-20 pages de mon côté. Faut quand même que les joueurs, chacun de leur côté, préparent le jeu, quoi. Faut préparer de son côté, voilà. Ça peut freiner certains, mais bon, on est quand même dans une catégorie expert. Maintenant, le vrai petit twist du jeu, le vrai gros twist du jeu, c'est qu'en fait, on a un écran de jeu et les joueurs du mal vont ensemble avoir un plateau avec le plan du jeu et vont pouvoir agir sur le plan en plaçant des monstres, des pièges, etc. et sont les seuls à voir ce qui se passe. De son côté, le héros va seulement avoir des bouts de plateau de jeu qui vont être placés en fonction de ce qu'il voit, de ce qu'il explore. Il va pouvoir gérer, allumer les lumières, faire des explorations, etc. Et à la fin de chaque round, il va perdre un certain nombre d'informations parce qu'il a une holomontre, on est dans le futur, qui lui conserve des informations. Et ça, il va pas pouvoir le conserver avec l'intégralité du vision du plateau. Donc il y a une partie mémoire. Il va pouvoir avoir sur son plateau des éléments qui lui permettront de se rappeler ça. Tout ça, c'est très très bien, c'est très sympa. Maintenant, il y a plusieurs petits reproches au jeu. Déjà, c'est quand même un jeu lourd, donc il faut savoir dans quoi on s'engage. La deuxième chose, c'est que on a joué à 3 joueurs, ça peut se jouer à plus que ça, ce qui veut dire qu'en gros, on a un héros et X maître du mal. À 2 joueurs, on voit que ça marche très bien. À 3 joueurs, on commence déjà à avoir un maître du mal qui prend clairement le pas sur l'autre en termes de gestion. Normalement, ils peuvent pas se parler entre eux. Ils ont une communication très limitée, ils n'ont pas le droit de se montrer les cartes. Cette partie-là paraît un petit peu artificielle, on sait pas trop pourquoi. C'est pour éviter l'effet leader, justement. Ouais, puis il y a un autre truc en fait, c'est que en gros, et ça je vais en parler, c'est encore un autre twist du jeu qui pour le coup ça est assez génial, c'est la structure du tour. Quoi qu'il arrive, les maîtres du mal, quel que soit leur nombre, joueront le même nombre d'actions collectivement. Donc un joueur va jouer toutes les actions, 3 joueurs vont se séparer les actions à jouer. Donc plus on est nombreux du côté du mal et moins on joue. Exactement. Et finalement, ça, vu qu'on n'a pas le droit de se parler, on peut pas se concerter. Il y a un moment où la partie, l'équipe du mal, elle a un peu l'impression que soit on triche un peu avec les règles en se montrant les trucs, et là on fait une vraie coopération, soit sinon en fait on a l'impression qu'on n'est pas vraiment une équipe qui joue contre le héros. Donc ça c'était le côté un petit peu dommage. C'est plus un contre un en fait. Voilà. Le côté positif dont je parlais tout à l'heure, l'histoire du plan, du cachet et de se donner des informations, moi j'ai trouvé ça hyper sympa. C'était vraiment pas mal. L'autre twist intéressant, c'est dans la structure du tour en lui-même. La structure du tour, contrairement à des jeux classiques où il y a 2 équipes, où chacun joue à son tour, en fait non. Là, c'est toujours le tour du héros. Le héros joue tout le temps et les maîtres du mal en fait ne font que jouer en réaction en certains calant à leur choix sur les actions avec des cartes de réaction spécifiques qui peuvent être jouées en générique ou pas. Ça, j'ai trouvé ça vraiment excellent pour le flow du jeu. J'aurais eu envie que le jeu en fait soit il soit annoncé tout de suite que pour 2 joueurs, et dans ce cas-là, on a juste ce système avec un héros qui joue et un autre qui intervient, soit peut-être en un jeu un petit peu plus light ou plus permissif au niveau communication. La dernière chose en fait, c'est que moi quand je suis allé vers ce jeu, je me suis dit, on en a parlé un peu, on a Thomas qui est parti pour jouer le héros. Il le sentait bien. Moi, je le sentais pas parce que quand j'ai lu les règles, je me suis dit, oh là là, ça va être le mec stressé, perdu dans le noir, va falloir faire de la mémoire, j'ai envie de me faire plaisir. Il est assez badass, le héros, quand même. En fait, le héros est hyper badass. On a gagné sur le fil, le héros a gagné sur le fil, on a perdu, et ça s'est joué à pas grand chose, mais en fait, c'était nous, le mal, qui étions dans le stress.
on était dans le stress de savoir comment on va arrêter ce héros qui fonce dans le tas, qui a plein de compétences, qui a des objets, des jetpacks, des lance-flammes, des machins. Comment on l'arrête en fait? Et tu vois, je m'attendais à être là, je vais être le méchant, je vais lui mettre le stress, c'est lui qui aura la pression. C'est moi qui ai eu la pression à me dire comment je fais pour retrouver les monstres, pour lui jeter sur la tronche, pour l'arrêter. Et bon, bah c'est voulu quelque part, mais finalement, dans la plupart des jeux à Overlord, le joueur qui est tout seul, c'est celui qui met la pression aux autres. Et finalement, ils ont inversé les rôles. Le cas aussi, et c'est pareil, en fait. C'était juste que l'Overlord, c'était le héros. Bon. C'est pas tout à fait comparable, mais bon. Au final, voilà. Je suis encore dans un truc un peu en demi-teinte, et finalement, j'ai quand même envie d'y retourner un peu. Mais je crois que si j'ai envie de lire, ouais, il y a une narration qui se développe. Il y a une campagne qui est intéressante, on a envie de lire la suite. Le jeu avait des côtés plaisants. C'est pas si lourd que ça à installer. Une fois qu'on connaît les règles, on sait que ça va dérouler. Faut y jouer dans pas longtemps, par contre. Voilà. Parce que... Mais j'aurais envie d'y jouer à deux, quoi. Moi, j'aurais oublié. J'ai envie d'y jouer à deux parce que le côté coopération de l'aspect du mal m'a pas convaincu. Ok. Voilà. Donc ça, c'était Alone. Tout à fait. On enchaîne avec Dinoblivion. Dinoblivion, pas de problème. Dinoblivion, donc c'est un jeu de dinosaures. Qui Alors, ouais, c'est un truc. Les puristes vont trouver ça un petit peu anachronique, je pense. C'est des tribus d'hommes des cavernes avec des dinosaures. Donc en fait, ils domptent des dinosaures et tout ça. C'est cool. Bon, c'est un jeu compétitif de deck building qui avait des choses vraiment intéressantes. Jeu à deux. C'est un jeu à 1 ou à 2. C'est ça. Ouais. Voilà. Alors c'était, les mêmes ont fait Goblivion en KS aussi. Ouais. Et c'est vrai que Goblivion, en fait, c'est un jeu coop de défense. Je m'attendais au même truc, un peu avec un petit twist peut-être. Et quand j'ai commencé à lire les règles, je me dis ah bah non, pas du tout. Non. Ils ont renouvelé le truc, même si la DA en fait est restée un peu la même, qui est un peu d'ailleurs clivante. Alors, Dinoblivion, jeu compétitif où on va faire des points de victoire en deck building. On va avoir en fait un plateau qui nous présente un gros tas de cartes et 2 tas de dinosaures. Et en gros, on va pouvoir gagner des points de victoire de manière différente. En étoffant notre tribu, tous les membres de la tribu sont mâles ou femelles. Alors, il y en a certains qui sont même hermaphrodites. Et en fait, quand on va jouer nos cartes de notre main, ils ont des petits demi-symboles de meeple. Et on va pouvoir en fait les accoupler pour produire des petits meeples qui s'appellent des amis. Et ces amis vont servir de monnaie dans le jeu. Alors en fait, ça paraît hyper bizarre comme ça, mais c'est hyper fun ce côté-là, ce côté de et même au cours de la partie, en fait, quand on deck build, on fait attention quand on achète des personnages, c'est-à-dire attends, j'ai combien de femmes dans ma tribu, j'ai combien d'hommes, d'autant plus que ça rapporte vachement de points de victoire à la fin de partie. C'est le Tinder du jeu de société. Ouais, c'est ça. Sauf qu'ils sont tous interchangeables. Et à la fin de la partie, en fait, ça vaudra des points de victoire. Un autre objectif aussi, ça peut être de construire des totems. Les totems, on va pouvoir les construire, ils vont avoir un effet permanent sur le plateau, et ça aussi, c'est un petit truc très sympa, ça donne des points de victoire. On va pouvoir récupérer des tokens qui valent 1 ou 2 points de victoire, donc pas trop grosse variance, qui restent cachés jusqu'à la fin de la partie, donc on sait pas combien on gagne, mais c'est pas une énorme variance, 1 ou 2 points, qui sont des œufs de dinos. Et on va avoir enfin les dinosaures en eux-mêmes, qui sont 2 piles, avec des dinosaures de plus en plus forts, et là, il va falloir faire de la puissance de combat pour aller les récupérer. Alors, le jeu, je l'ai trouvé vraiment intéressant dans sa mécanique, parce qu'il offrait quelque chose d'assez différent. Il y a un système où, en fait, on va faire tourner les cartes de la grosse pile dans laquelle on récupère, en les posant dans 2 cases distinctes, pour faire ce qu'on appelle une chasse. Ça permet de dévoiler des cartes qu'on va pouvoir acheter, tout en, s'il y a le petit symbole, récupérer de la nourriture, qui est une des ressources. On a cette mécanique là comme ça où on met les cartes ensemble pour faire des amis, des petits meeples, qui seront aussi une ressource qui nous permet d'acheter des nouveaux personnages. Et en fait, il y a plein de combos possibles. Il y a aussi la possibilité de récupérer des jetons de dinosaures qui sont domptés. Et suivant les cartes qu'on a, on va pouvoir lancer des attaques à coups de dinosaures ou s'en servir comme ressource. Donc, en fait, c'est assez dense, c'est pour ça que... Qui se retrouve dans la catégorie expert. Dans la catégorie expert, il n'y a pas photo. Ça fait des combos et des stratégies, et je vois avec mon adversaire, on a fait des stratégies complètement différentes, qui sont vraiment intéressantes. Lui, il est parti à fond sur les dinos, parce qu'il est fou de dinos. Moi, je suis parti sur des personnages, donc j'avais plein de personnages. C'est riche, du coup. C'est assez riche. Le deck building peut être un peu exigeant, parce qu'en fait, il va vraiment falloir faire des combinaisons pour arriver à sortir quelque chose de nos cartes. Alors, je suis pas rentré dans le détail, mais déjà si un petit peu. Mais il y a plusieurs types de cartes, des personnages, mais aussi d'autres cartes qui demandent des personnages pour être activés. D'accord. Et après, on déclenche. Faut savoir un peu où on va, quoi. Donc, honnêtement, j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé ce jeu. Le seul petit reproche, mais c'est souvent dans ce genre de jeu de deck building, c'est quand on commence à avoir un gros moteur,
à la fin, c'est un peu la boucherie, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on est là à ramer, à tuer notre premier dinosaure méchant, les méchants qu'il faut battre, qui a 8 points de combat. Et à la fin, on est là, alors j'ai 36, 37, puis je refais ça, ça me fait 4 pioches. Mon adversaire qui avait fait un deck serré, en fait, il pouvait même plus piocher dans son deck parce qu'il avait sorti toutes ses cartes à chaque tour. Donc ça, il n'y a plus de deck. Je sais pas, faudrait que je refasse plus partie pour savoir s'il y a peut-être un problème de rythme, comme il y a beaucoup de jeux un peu lourds qui ont ce problème de rythme, qui est de savoir à quelle vitesse. Est-ce qu'on a une progression linéaire intéressante ou exponentielle de notre progression? Est-ce que le moment où on commence à avoir un côté satisfaisant de deck building, c'est déjà la fin de partie? Moi, je sais qu'on a joué peut-être une bonne heure et il m'a resté un tiers ou quart de partie où vraiment j'étais là, j'avais un super moteur, j'avais quelque part même plus besoin d'acheter, là je faisais des points. Et pour moi, on était dans le bon côté satisfaisant. Mais mon adversaire a trouvé ça un peu peut-être trop limite. Ça arrivait trop sur la fin, le moment où ça sortait à gogo, il aurait voulu que ça dure plus longtemps. Il est parti dans complètement autre chose au niveau stratégique. Ouais, il a peut-être été mauvais. Hein. On ne le dira pas. D'accord, merci pour cette analyse de Dino Vivion. On avait un autre jeu aussi assez fat pour le coup. En plus, c'était une édition assez extraordinaire, une édition luxueuse. Legendary Edition. La Legendary Edition du Kickstarter. C'est Dwellings of the Eldervale. Voilà. Alors celui-là, je pensais qu'on allait le garder pour un peu plus tard. Allez, on attaque. Il va pas être évident. Il va pas être évident à expliquer. C'est vraiment une très grosse boîte. C'est un case qui a été délivré il y a pas longtemps et qui aurait sûrement été présenté à SN. Qui existe dans une version légendaire avec tous les plateaux, traits de rangement à l'intérieur et même un espèce de petit gadget qui est des bases de couleurs pour des monstres qui va faire du bruit quand on les déplace. Les monstres qui crient dès qu'ils bougent. Ouais, c'est assez drôle. Voilà, ça c'est un détail. Alors, Dwellings, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un jeu dans lequel on essaye de développer notre tribu. Chaque joueur va choisir une tribu, un peuple. Il va avoir des meeples. Il en a 3 au début. Il va pouvoir en avoir 6 plus un magicien, un dragon et un guerrier qui vont servir de workers aussi. C'est la pose d'ouvrier. La pose d'ouvrier, donc des ouvriers. Et alors, c'est pas évident à expliquer parce qu'en fait, on va avoir un plateau de jeu qui va avoir des différents lieux, des lieux qui peuvent être des lieux élémentaires qui correspondent à un élément particulier de magie. D'autres qui vont être des ruines sur lesquelles on va pouvoir faire des actions. En fait, globalement, le flow du jeu, c'est que à son tour, on va soit poser un ouvrier sur le plateau pour faire l'action du lieu, soit récupérer tous ces ouvriers et faire ce qu'on appelle... C'est un jeu de pose d'ouvrier, en fait. C'est un jeu de pose d'ouvrier, mais finalement, il est dans le trash. Avec une map qui est dynamique et des combats qui peuvent se déclencher quand on... Alors, ouais, mais il est très dense quand même. Ah, il y a beaucoup de choses, Ok, il y a de la pose d'ouvrier pour déclencher les actions, mais en fait, il va y avoir plein d'éléments de jeu. Donc là, il y a des choses qui sont assez classiques, on peut retrouver dans du jeu euro, avec une piste des éléments qui représentent tous les éléments, et suivant les actions qu'on va faire, on va pouvoir faire progresser un jeton sur la piste d'éléments, qui donne un multiplicateur. Un multiplicateur, voilà, j'allais dire bonifié, mais un multiplicateur de points de victoire basé sur ce qu'on va faire pendant la partie. Concrètement, on va gagner des points de victoire en essayant de monter sur des pistes élémentaires, de placer des ouvriers sur le plateau à des endroits qui correspondent à des lieux élémentaires, et ensuite les transformer en maisons. Parce que notre but, c'est de coloniser les dwellings, les petites maisons. Et alors là, le truc rigolo, c'est que il y a des meeples classiques, et on a des petits chapeaux qui sont en fait des toits de maison, et on leur met sur la tête, et ils bougent plus, ça devient des bâtiments. Donc les meeples deviennent des bâtiments. Maintenant, il y a des choses qui sont très trash là-dedans, c'est qu'en fait, dans les lieux élémentaires, on va pouvoir popper des monstres qui, avec leur antre. Donc ils vont avoir une antre et un monstre, et le monstre va commencer à se déplacer sur le plateau, à faire ce qu'on appelle rusher, c'est-à-dire que dès qu'on s'approche de lui, il va attaquer. Et il est assez costaud. Il y a donc des règles de combat en fonction du nombre de meeples, de si on a un guerrier, chaque peuple a des pouvoirs. On lance des dés. On va pouvoir utiliser des épées, des sorts, etc. Donc on a des cartes en main qui nous permettent de jouer des sorts. Donc là tout de suite ça devient complètement flamboyant. Et on va pouvoir même dompter certains monstres pour que ça se transforme en un ouvrier surdimensionné, une grosse figurine. Et voilà. Et la pose d'ouvrier, en fait, elle est pas vraiment bloquante. C'est-à-dire que quelqu'un se met dans un lieu sur le plateau, un autre s'y met aussi. Ok, il a le droit de faire l'action. Mais après, il y a une baston. Et là, à ce moment-là, en fait, t'as plein d'effets qui sont rigolos avec les autres joueurs peuvent venir se mettre dans la bataille. Des fois, en fait, il y a un gars qui arrive et en fait, il l'a fait exprès pour qu'un monstre vienne sur la case pour buter les autres, pour taper tout le monde.
C'est vraiment c'est flamboyant. Il y a beaucoup de choses dans ce jeu. Voilà. Ah oui. Et puis j'oubliais, il y a un endroit qui s'appelle le donjon. Le donjon va permettre d'explorer le plateau, de rajouter des nouvelles tuiles, et va permettre d'acheter des cartes élémentaires. Ces cartes construisent un tableau devant vous. Et ce tableau aussi fait partie du scoring, puisqu'en fait, il va être bonifié, multiplié avec notre puissance élémentaire, va nous permettre d'y monter et va nous donner des pouvoirs particuliers, qui soient des actions ou des effets passifs. Alors là, on rentre dans un truc qui est vraiment particulier, que j'ai adoré dans ce jeu. C'est que souvent dans les jeux de pose d'ouvriers, qu'ils soient trash ou pas trash, on a un certain nombre qui a une mécanique de soit on pose chacun à notre tour nos ouvriers, et puis il y a une phase d'entretien, tout le monde récupère ses ouvriers. Soit on pose nos ouvriers et une des actions possibles, c'est récupérer mes ouvriers et puis les autres continuent de jouer. Et en fait, notamment la deuxième variante qui est celle que c'est une action de récupérer ses ouvriers est rarement satisfaisante dans ce genre de jeu parce que c'est un peu l'action, j'ai pas le choix, rien, quoi. Je fais rien. Alors on a quand même une gestion de rythme avec est-ce que je pose plus d'ouvriers avant de revenir, etc. Ou est-ce que oui, ça pose. Voilà, c'est qu'il y a quand même des problématiques internes. Là, l'action qui consiste à récupérer nos ouvriers, en fait, est extrêmement puissante puisque au moment où on fait cette action de regroupement, il va nous permettre de poser sur les cartes de notre tableau, toutes les cartes d'action qu'on a achetées, de les poser dessus pour activer des effets. Voilà, déclencher des actions. Et en fait, c'est vraiment le cœur du jeu en fin de compte. La réalité, c'est que si jamais on construit pas son tableau pour avoir des actions intéressantes quand on récupère nos meeples, ou si on se fait buter tous nos meeples et que du coup on n'a plus rien à rassembler. Si on se fait tuer ses meeples par les autres, voilà, et ben là, en fait, on peut pas gagner en fait parce que ce moment-là permet de déclencher une combo, d'actions assez puissante. Si on a bien construit le tableau, c'est génial. On fait tac 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 tac, je construis, je développe, j'achète des sorts, je progresse, je gagne des points de victoire. Je rachète des nouveaux meeples, des choses comme ça. Donc on est vraiment dans la définition de l'Eurotrash, là. Ouais. Donc, le jeu est quand même un assez gros jeu. Je sais plus combien de temps on a joué. Peut-être avec les règles et l'installation, il y a du boulot 3 heures. Bien 3 heures, je pense. Bien 3 heures. Je pense que c'est un jeu qui peut arriver à tourner dans les 2 heures, 2 heures et demie quand même à 4 joueurs. 3-4 joueurs. Quand on connaît. Quand on connaît un peu les règles. Puis quand le jeu est installé. Parce que nous, on a tout dépunché. On a tout mis dans les petites... Maintenant, ça ira plus vite. Pour le coup, le jeu propose un système de rangement qui est vraiment très très chouette, en mode je prends, je pose et c'est bon, je joue. Que ça soit le matos des joueurs, tout prêt à l'avance, ou les réserves communes. Donc je pense que l'installation en elle-même du jeu, ça c'est un gros point fort, parce que moi je suis très rebuté par beaucoup de... Les installations longues, ouais. Après, je suis quand même la personne... on a joué à 3, je suis une des personnes qui a le mieux aimé. Toi, t'as un petit peu moins. Moi, je trouvais que c'était un petit peu too much. On aurait pu peut-être épurer un petit peu un certain point de règle pour... Il y a des fois où j'étais, attends, je me rappelle plus, ça, si je fais ça, ça fait quoi? Et quand j'arrive à la fin de la partie et que j'ai encore des questionnements, ça me gave. Parce que je me dis, la prochaine fois, je vais encore galérer sur la prochaine partie. Je vais encore être dans le doute. Et j'aime bien, alors c'est peut-être juste que, voilà, j'ai pas la capacité neuronale mais là, je me sentais un peu débordée par il y a une vraie courbe d'apprentissage et c'est vrai qu'à la lecture des règles, moi je me suis dit, on va commencer à jouer, on saura pas par quoi commencer. Donc la première partie, ou peut-être au moins un certain nombre de rounds sont un peu sacrifiés. Maintenant, ce jeu m'a pas donné l'impression d'avoir besoin d'épuration parce que j'ai adoré me plonger dans toutes ces mécaniques et qu'il y en a pas une que j'ai pas utilisée en me disant à quoi elle sert. Des petits points de règles. Voilà. Voilà. Duel Links pour moi c'est vraiment une belle découverte en tout cas. C'est pas encore mon coup de cœur, hein, je me le réserve, mais j'ai vraiment adoré. Je crois que tu voulais aussi nous parler de Moonrakers, un jeu de deck building. Tout à fait. Qu'on a bien aimé aussi. Oui. Alors qui est que en anglais aussi. Alors Moonrakers, on a joué à 2 ou à 3, je sais. On a joué à 3. À 3 joueurs. Moonrakers, ouais. Donc c'est un jeu de deck building. Ça se passe dans l'espace en fait. C'est des gens qui ont été exilés de la Terre suite à la mise en place d'une dictature militaire, je crois, sur la Terre, ou une histoire d'eugénisme. Et des gens sont partis sur la Lune, et donc ils ont créé un peu leur base, leur repère, leur micro-société de contrebandiers, etc. Donc on joue chacun un personnage des Moonrakers, et l'idée c'est on va faire des missions et on va essayer de devenir le nouveau chef. Donc c'est compétitif, faut être le meilleur. C'est le premier à récupérer 10 points de prestige qui gagne la partie. Alors on commence avec des decks de base, donc qui nous permettent de jouer notre vaisseau, et on a un vaisseau spatial donc
qui a des emplacements pour lui mettre des améliorations. On a un système où on va avoir quelques objectifs secrets au départ qu'on pourra aussi changer par la suite. Ouais. Et il y a une mécanique qui est assez intéressante. En fait, concrètement, les récompenses, on va les gagner en allant effectuer des missions. On va avoir un tableau de missions qui va être disponible. Ces missions vont avoir différentes prérequis. En gros, on va vous demander d'avoir un certain nombre d'effets de cartes qui correspondent en gros à des cartes que vous avez. Voilà. Il va y avoir aussi un certain niveau de danger. Au début de la partie, on se rend très vite compte qu'avec les mains qu'on a, on peut faire aucune mission tout seul, ou alors des missions qui rapportent quasiment rien. Donc en fait, il y a une mécanique assez simple, c'est qu'au début, on commence le tour et on fait une phase en fait de planification pour choisir quelle est la mission qu'on va avoir et on négocie avec les autres. C'est ça. Donc on prend une mission, on la met devant, on a le droit de faire ça, je crois, 3 fois au maximum. Après, sinon, on est obligé de soit l'accepter tout seul, soit de rester à la base, et c'est un peu l'action par défaut. Mais le cœur du jeu, c'est vraiment dans la négociation avec les complètement, autres. Ouais. Et donc, voilà, on choisit une mission. Cette mission vaut un certain nombre de points de prestige et un certain nombre d'autres ressources. On peut gagner des membres d'équipage, des parties de vaisseau, et puis surtout des crédits. Des crédits, du pognon pour acheter d'autres choses. Et donc, en fait, quand on va mettre cette carte au milieu, on dit, bon, qui c'est qui veut venir avec moi? Bon, si on est tout devant, bizarrement, il y a personne qui veut venir avec vous. Personne ou alors, voulait venir avec moi. Et tout est négociable. Donc en fait, on peut dire, moi je prends tout le prestige et 2 pièces. Et toi, tu prends ce qui reste. Et puis après, il y a aussi du danger. Le danger correspond à un lancer de dés qui va être fait. On sait combien de dés on va lancer. Chaque dé peut faire de 0 à 2 dangers. Et les dangers, il faut les combattre avec des boucliers qu'on doit avoir en carte bouclier. Et pour chaque danger qu'on se prend, en fait, on abîme le vaisseau, on raye le vaisseau qu'on nous a filé, que la rébellion nous a filé, en gros, et on perd du prestige, parce que bon, on n'est pas un super pilote si on rend un vaisseau avec une aile en moins et un peu tout rayé. Ça le fait pas. Du coup, on négocie ça aussi, c'est-à-dire on dit, ok, moi je prends 2 prestiges, mais je suis ok pour prendre un danger, mais clairement, je vais pas te laisser les autres prestiges. En plus, on a des petites missions secrètes qui viennent rajouter à ça, ce qui veut dire que nous, on a eu un cas où quelqu'un avait un pouvoir qui disait participer à une mission que vous échouez. Ouais. Et là, en fait, c'est le traître. C'est le gars, il arrive, il dit, ouais, je prends les dangers, y a pas de problème, il met que des boucliers. Il met rien d'autre de ce qu'il demandait. Il fait pas la mission. Il se barre, la mission est un échec et il gagne. Il a eu la mauvaise idée de faire ça au tout début de la partie, du coup. On n'a pas beaucoup joué avec lui. La confiance était un peu rompue. Ah oui. Non, mais on est obligé, malgré tout, le jeu nous oblige à c'est dur de pas collaborer. Voilà. Voilà. Mais ça, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, après, les cartes sont extrêmement simples et avec une mécanique qui m'a fait penser à Dominion pour certaines choses. C'est-à-dire qu'en gros, dans Dominion, de base, en fait, on a une pièce et une action de base. Et donc, du coup, on peut jouer une carte. Donc après, on va enchaîner des cartes qui vont dire donnez-moi plus d'actions, donnez-moi plus de pioches, de pièces, ou etc. Et là, on retrouve un peu cette dynamique. C'est-à-dire qu'en gros, au début, vous avez qu'une action quand vous jouez vos cartes. Et il y a les réacteurs qui en donnent 2 de plus. Et en fait, on va créer un arbre comme ça, avec nos cartes qu'on pose en montrant comment on a des nouvelles actions et comment on les chaîne, ce qui va nous faire en fait tout ce qu'on va pouvoir jouer. Et c'est vrai que si le deck building est assez sensible aussi parce qu'il va bien falloir équilibrer. Si on prend pas assez d'actions, on va se planter. Et voilà. Alors parlons un petit peu des cartes qu'on va acquérir. En gros, on peut pas acheter toutes les cartes de base. Ce qu'on achète, c'est des membres d'équipage. Les membres d'équipage, en fait, c'est des personnes qui correspondent à une couleur qui correspond à une autre type d'action. Donc, si je prends un gars qui est orange, ça correspond au dégâts. Généralement, c'est des pouvoirs qui sont liés à l'attaque. Si je prends un bleu, c'est un gars qui bricole les moteurs, il va me donner plus d'actions. Donc ça, déjà, on a ça. Et en plus de ça, on va pouvoir acheter des pièces de vaisseau. On a des emplacements de pièces de vaisseau. Quand on achète une tuile de pièces de vaisseau qu'on met chez soi, il y a marqué un pouvoir qu'on a avec cette pièce. Il y a même aussi des fois des ensembles qui s'activent si on a plusieurs pièces d'un même type. Aspect collection. On fait que de l'hyperion dans notre équipement vaisseau, on a un bonus. Et surtout, en haut de chaque pièce de vaisseau qu'on achète, il y a les cartes qu'on rajoute dans notre deck associées qui sont des cartes assez standards. Donc on achète un réacteur, généralement on va gagner des réacteurs, plus d'autres trucs. Si jamais on achète, il y a des cartes même qui vont donner des cartes pourries, des miss qu'il va falloir se débrouiller, d'épurer. Donc le deck building il est génial. Moi ce jeu je l'ai adoré parce que le deck building est agréable, les règles sont assez simples, la DA est chouette, faut le dire. Oui, c'est vrai. La boîte est un peu sombre, ça c'est le seul truc qui est un peu dommage, elle ressort moins bien. Ça va. Mais c'est le seul truc quoi en fait parce que sinon j'ai trouvé ça hyper agréable, c'était facile à expliquer à des gens. Il y a une profondeur. Fun, ce côté on doit collaborer mais
Ça nous fait flic de collaborer ensemble, mais on est obligé de le faire, et on est obligé de passer par là. Et pour le coup, voilà, moi, en plus, moi, je les pledge en étant légèrement titillé par les idées qu'il y avait dans le jeu, mais je savais pas trop où je m'engageais. Quand je l'ai reçu, ça a été vraiment la super surprise. Et pour le coup, j'ai décidé de continuer à les suivre et voir ce qu'ils allaient faire, parce que déjà, au départ, j'adorais la DA. Ce qu'ils ont réussi à faire avec un deck building, je trouve que c'est hyper frais. Ça mérite vraiment sa place, quoi, dans la profusion de jeux de deck building qui existe, quoi. Voilà. Ok, donc ça c'était Moonrakers, qu'on vous conseille si vous avez l'occasion, du coup, mais qui est qu'en anglais. Oui. Par contre, celui dont on va parler maintenant, c'est aussi un Kickstarter, mais qui sera trouvable en boutique et en français. C'est Super Fantasy Brawl. Oui, alors j'ai hésité quand même avec d'autres titres que j'ai découverts lors de cette SN pour mon coup de cœur, mais j'ai vraiment eu envie de le mettre sur Super Fantasy Brawl. Donc c'est le coup de cœur. Pour moi, c'est mon coup de cœur. Au même titre que j'avais mis un coup de cœur il y a un certain temps à Clash of Rage, j'ai mis sur celui-là. J'aurais pu décider de le mettre sur un jeu plus lourd, plus gros, parce que celui-là, il est presque à la limite d'une catégorie un peu en dessous en complexité, en difficulté. Mais j'ai choisi de le mettre sur celui-là, parce que c'est un jeu qui m'a vraiment séduit sur la simplicité d'accès des règles et le fun qui se dégage, quoi. Le ratio gameplay réflexion fun, il est là, quoi. Il est dans la catégorie Ameritrage parce que c'est du coup de l'interaction très 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 directe et il faut être à l'aise avec ça. Oui, puis comme il y a quand même, c'est un jeu qui fonctionne avec des cartes qui ont des mots-clés. Pour moi, dès qu'on commence à avoir un certain nombre de mots-clés à retenir avec leurs effets et qu'il y a toute une question de timing de réaction, ça doit être hyper précis. On arrive un peu dans la catégorie expert. Et en termes de règles, voilà, c'est précis, ça doit être et c'est un peu complexe, quoi. Cela dit, ça reste quand même super accessible pour ce que ça offre. Alors on va en parler quand même. Donc Super Fantasy Brawl, c'est un jeu d'arène. C'est un jeu d'arène où soit on joue en 1v1, donc chaque joueur joue 3 champions. Dans ce cas-là, soit on joue en 2v2, chaque joueur joue 2 champions. Et le but, c'est d'être le premier à atteindre un certain nombre de trophées. Les trophées s'obtiennent. Alors la manière la plus basique et brutale qui soit, c'est en éclatant un champion adverse. Donc ça, c'est tac, un trophée et on devient expérimenté. Maintenant, comme tout le monde a ses forces quand même en combat, ne partir que sur allez, je en tape un, c'est s'exposer à il va me faire la même et en fait on va se faire des allers-retours, ça va pas être très pertinent. Donc là où il y a une vraie richesse, c'est que il y a un système de défis. Sur le plateau, en fait, il va y avoir 3 grandes statues qui représentent alors les essences de la magie, la création, la manipulation et la destruction. Et on va avoir aussi des petites zones de contrôle rouge, jaune, bleu sur le plateau, plus des zones de départ, enfin des zones un peu spéciales. Et en fait, on va avoir une piste de défi qui progresse à chaque tour, qui vous dit pour gagner ce défi, par exemple, il faut être majoritaire, contrôler la zone de destruction, ou avoir un champion adjacent à chaque statue, etc. Et donc du coup, au lieu qu'on soit uniquement dans un jeu où à chaque tour on se dit j'essaye de mettre le plus de dégâts possible sur un des mecs en face pour le tuer, on est vraiment dans mais là en fait j'ai plus intérêt à pousser le gars en face avec un petit effet de contrôle pour venir m'y placer, pour essayer de scorer mon truc et puis de me protéger, de défendre plutôt que d'essayer d'allumer tout ce qui bouge. Donc ça c'est assez fin. Et ça provoque des situations assez rigolotes à base de parfois c'est un peu tir à la corde, mais quand ça tire trop à la corde, il y a un moment faut savoir amener son mec derrière et dire bon bah ok tu veux trop jouer à la corde, bah écoute je vais essayer de te couper en deux. Sachant que quand on est éliminé, on revient évidemment. On revient, c'est pas mort. Tout à fait. Ce qui est intéressant dans le gameplay, donc c'est que on va choisir 3 personnages. Chaque personnage a son deck de 6 cartes. Avec un certain nombre de points de vie, défense, etc. Mais il a un deck de 6 cartes qui sont très typées. On choisit ces 3 persos quand on joue en 1v1, donc du coup on se retrouve avec 3 paquets de 6 cartes qu'on mélange tous ensemble. Donc ces cartes vont avoir différentes couleurs, et ensuite on va avoir des mains de cartes qu'on va avoir dans notre main, des mains de cartes dans notre main bien sûr. On va avoir des mains de cartes qui vont représenter nos champions et certaines couleurs. À chaque tour, en gros, vous allez avoir 3 jetons qui représentent des essences de magie, rouge, bleu et jaune, qui correspondent aux couleurs de vos cartes. Vous ne pouvez jouer une carte que si vous pouvez dépenser le jeton en question. À la fin de votre tour, vous récupérez tous vos jetons et vous repiochez une main. Donc ça, c'est très sympa parce qu'en fait,
ça nous force à avoir des stratégies relativement équilibrées. On va avoir des cartes, elles sont spécifiques sur des personnages. On va se poser la question, est-ce qu'on garde ou pas des essences pour telle ou telle action? On a des actions par défaut standard de base sur le plateau qui sont quand même malgré tout assez utiles, des déplacements, des soins, des petits dégâts directs. Et puis on a aussi cette mécanique qui est que on défausse toutes nos cartes à la fin de notre tour pour en piocher une main. Et donc on va exploiter un autre effet qui est le plan, qui permet de se dire cette carte-là, je la veux en dehors de mon tour, et donc on la repose sur le dessus de notre deck. Alors pourquoi on voudrait avoir une carte en dehors de notre tour, ou alors pour le tour suivant, hein, ça peut être ça aussi, simplement parce qu'il y a un certain nombre de cartes de défense. Chaque champion, de ce que j'en ai vu, j'en ai vu peut-être 7 ou 8, ils ont chacun une carte de défense. Cette carte de défense peut être jouée sur n'importe quel de vos champions activés. Pour ça, faut avoir l'essence nécessaire. Et la carte. Et évidemment la carte, et il faut la jouer, qu'elle corresponde bien, et elle va vous dépenser une essence, et c'est pour ça que vous pourriez vouloir vous la mettre de côté. L'autre chose aussi, c'est que du coup vous avez commencé votre tour avec une essence de moins, donc il y a toujours un petit dilemme entre est-ce que je défends, ça me fait perdre une essence, ou est-ce que tant pis, je prends les dégâts, c'est pas si grave que ça, mais je commence avec mon prochain tour à fond les balles. Moi j'ai adoré, j'ai fait pas mal de parties en 1v1. Je trouve qu'il y a une saveur très particulière en 2v2, c'est vraiment agréable. Le côté collaboration, il est là quoi. Il y a quatre héros de chaque côté, ça saute dans tous les sens, ça se positionne. On peut s'entraider un peu. On peut s'entraider, on peut se faire des jolis combos entre nous, même si on joue pas au même tour ensemble. On peut quand même arriver à se préparer un peu le terrain pour l'autre. Voilà. Donc ouais, c'est très beau. Puis moi, le petit coup de génie que je trouve, de toute façon, moi, c'est dans l'épuration qu'ils ont réussi à faire dans ce type de jeu, quoi. On n'est pas dans un jeu compliqué. Je veux dire, on lance jamais de dés. C'est sympa les lancer de dés des fois. Hein, on tente un peu le diable, mais là, ça aurait pas été nécessaire, par exemple. C'est instantané, c'est des cartes, on les joue, on les fait et on passe son tour. On peut faire des jolis combos. Voilà. C'est satisfaisant, quoi. Et puis même le système de jetons, qui fait que finalement, on jouera jamais plus de 3 cartes par tour. Ça fait pas qu'il y a des gens qui se font des tours infinis. C'est des contraintes intéressantes. Voilà, c'est très vif. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour Super Fantasy Brawl. Hein, le coup de cœur de Shaman, alors. C'est ça. Très bien. Merci, Shaman, pour tous ces jeux. Mais de rien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de débrief sur Ludovox. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez rien manquer. Et à très bientôt sur Ludovox. Ciao.